Quand un milliardaire surprit la fille de sa femme de ménage en train de nourrir son fils handicapé, il s'attendait à un acte de désobéissance. À la place, il fut témoin d'un geste de bonté qui allait bouleverser toutes les règles de son monde. Elle n'aurait jamais dû être là, simple fille de domestique, attendant dans un hôtel particulier qui n'était pas le sien. La pluie chuchotait contre les vitres, et quelque part dans cette demeure sans fin, un garçon solitaire regardait l'orage à travers une fenêtre qu'il ne pouvait atteindre. « Bonjour », dit-elle doucement. Il se retourna, surpris, deux enfants séparés par des mondes, sur le point d'être unis par un seul geste de grâce. Personne ne vit dans sa main le sandwich au beurre de cacahuète comme autre chose qu'un simple repas. Mais ce geste allait tout changer. Il allait réveiller le cœur d'un père, dénouer des mensonges et éprouver le sens de la loyauté et de l'amour. Ce qui avait commencé comme une attention silencieuse d'une enfant finirait en un bouleversement qui ébranlerait un empire. Voici l'histoire de la manière dont un simple acte de bienveillance réécrivit le destin de tous ceux qui y assistèrent. Avant d'oublier, d'où nous lisez-vous aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Profitez-en. La simplicité d'un geste allait dévoiler un monde de secrets. Ce qu'elle offrit n'était qu'un sandwich. Ce qu'elle allait recevoir, c'était une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'ancienne horloge comtoise du grand hall sonna 19 heures. Chaque coup profond et résonnant semblait compter les secondes qu'Abigail Hayes attendait sa mère. Assise bien droite sur un banc de velours raide, la fillette de 10 ans observait la pluie. Elle tombait en traînées d'argent le long des hautes fenêtres cintrées, brouillant les jardins taillés à la perfection en une aquarelle de vert et de gris. Sa mère, Éléonore, travaillait ici comme femme de ménage. Elle cirait les interminables sols de marbre et époussetait des surfaces qui semblaient ne jamais se salir. Discrète et méticuleuse, Éléonore se déplaçait dans la maison comme un fantôme. Abby connaissait les règles par cœur. Reste ici, ne te promène pas, ne touche à rien et surtout ne dérange personne. Elle les respectait sans faute. Elle avait pour compagnie son vieil exemplaire de L'île au trésor, aux pages aussi douces que du tissu, et son dîner soigneusement rangé dans sa petite boîte métallique. 2 sandwichs au beurre de cacahuète, une pomme et une brique de lait. Ce soir pourtant, le livre restait oublié à côté d'elle. Son estomac gargouillait, mais elle n'y prêtait pas attention. Elle observait le garçon. Elle ne l'avait vu que par bribes. Il s'appelait Léo. C'était le fils d'Armand Crozier, un enfant vivant dans un monde de silence poli. Ce jour-là, il se trouvait dans le grand jardin d'hiver, donnant sur la pelouse ouest. Il était assis dans un fauteuil roulant noir, le dos tourné vers la maison, face au jardin détrempé, les épaules affaissées. Sa garde, une femme sévère nommée Madame Aubry, l'y avait conduit après sa leçon particulière, puis s'était éclipsée, son téléphone collé à l'oreille. Depuis, il était seul. Le cœur d'Abby se serra. Il avait l'air du garçon le plus seul du monde. Son grand-père, le général Mark Hayes, lui avait dit un jour qu'aucun soldat ne devait jamais être laissé derrière. Elle décida qu'aucun garçon ne devait l'être non plus. Jetant un coup d'œil au long couloir désert, Abby se glissa hors du banc. Ses baskets ne faisaient aucun bruit sur le tapis perçant. Elle serra la poignée froide de sa boîte repas. Elle savait qu'elle enfreignait les règles, mais la silhouette recroquevillée du garçon la poussait en avant. C'était plus important que n'importe quelle interdiction. Elle poussa la lourde porte en chêne du jardin d'hiver. L'air y sentait la terre humide et les orchidées en fleurs. Léo ne se retourna pas. Il semblait perdu dans le rythme de la pluie tambourinant sur le toit de verre. « Salut », souffla Abby. Le garçon sursauta.
Lentement, il fit pivoter son fauteuil pour lui faire face. Il avait de doux yeux sombres et des cheveux couleur de sable. Ses jambes, cachées sous une couverture grise, ne bougeaient pas. Il la regarda avec un mélange de surprise et de prudence, comme s'il s'attendait à ce qu'elle disparaisse. « Tu n'as pas le droit d'être ici, tu sais, » dit-il d'une voix calme mais assurée. « Je sais, » admit Abby. Elle fit un pas de plus. « Ma mère, c'est Éléonore. Elle termine son travail. Je t'ai vu tout seul ici. » Il hocha la tête, détourna le regard. « Madame Aubry est au téléphone. Elle m'a dit d'attendre. » Abby leva les yeux vers l'horloge du jardin d'hiver. Il était largement passé 19 heures. « Ça fait longtemps, non? Tu as faim? » Léo haussa à peine les épaules, un petit geste incertain. « Je crois. » La décision d'Abby fut prise. Elle s'approcha et s'assit sur les coussins au sol, près de son fauteuil. Elle ouvrit sa boîte repas dans un léger déclic. L'odeur du beurre de cacahuète emplit la pièce. Elle sortit un sandwich, soigneusement coupé en deux et enveloppé de papier ciré. « Ma mère fait les meilleurs, » dit-elle en lui tendant une moitié. « Ce n'est pas grand-chose, mais tu peux le prendre. » Un instant, Léo fixa l'offrande, les yeux écarquillés. Une lueur indéfinissable passa dans son regard. Il observa le sandwich, puis le visage d'Abby, comme s'il tentait de résoudre une énigme. Lentement, il tendit une main pâle et le prit. Ses doigts effleurèrent les siens. « Merci, » murmura-t-il. Il prit une petite bouchée. Un mince sourire vint effleurer le coin de ses lèvres. « C'est bon. » Ils mangèrent en silence, un silence doux, seulement rythmé par le murmure de la pluie sur les vitres du jardin d'hiver. Abby lui donna l'autre moitié du sandwich, puis sa pomme. Elle lui parla de son grand-père, le célèbre général Mark Hayes, et des médailles qu'il gardait dans une boîte en bois verni. Léo, à son tour, lui parla de ses livres. Il aimait les histoires sur les étoiles et les galaxies lointaines, ces lieux qu'il pouvait visiter avec son imagination. Pour la première fois de la soirée, il n'était plus le fils handicapé d'un milliardaire. Il n'était plus que Léo. Et Abby n'était plus la fille de la femme de ménage. Elle n'était plus qu'Abby. Ils ignoraient qu'ils étaient observés. À l'étage, dans son vaste bureau lambrissé plongé dans la pénombre, Armand Crozier se tenait immobile devant la grande fenêtre. Il venait de terminer plus tôt que prévu une conférence téléphonique. Un répit inattendu dans une journée d'affaires impitoyable. Il s'apprêtait à appeler Madame Aubry pour s'enquérir de la soirée de son fils lorsqu'il vit une petite fille blonde se glisser discrètement dans le jardin d'hiver. À 48 ans, Armand Crozier était un homme qui dominait les conseils d'administration et bâtissait des empires de verre et d'acier par la seule force de sa volonté. Précis, exigeant. Il voyait le monde comme une suite de transactions, d'actifs et de passifs. Les émotions, il avait appris depuis longtemps à les maîtriser et à s'en méfier. La gentillesse, selon son expérience, n'était qu'une monnaie d'échange, rarement gratuite. Pourtant, il regardait maintenant cette petite scène en contrebas. La fille d'une domestique offrant à son fils son propre repas, sans hésitation, sans public, sans intérêt. Un geste pur, d'une simplicité bouleversante. Il vit les épaules de Léo se redresser, une légère détente dans sa posture. Il vit surtout un sourire vrai, désarmé, se dessiner sur le visage de son fils. Un sourire qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Une sensation étrange, inconnue, lui serra la poitrine. Il avait engagé les meilleurs auxiliaires de vie, les précepteurs les plus chers, les thérapeutes les plus réputés. Il avait tout offert à Léo, chaque avantage matériel qu'un enfant pouvait désirer. Pourtant, son fils demeurait enfermé, retranché derrière une forteresse de chagrin silencieux qu'aucune fortune ne pouvait franchir.
Et voilà qu'une simple fillette, n'ayant à offrir qu'un sandwich au beurre de cacahuète et une histoire sur son grand-père, avait traversé ces murailles sans effort. Il vit Madame Aubry entrer précipitamment dans le jardin d'hiver, le visage peint d'une fausse inquiétude. « Léo, te voilà. Je suis désolée, mon appel a duré plus longtemps que prévu. » Elle s'interrompit en voyant Abby. Son expression se figea, puis se durcit. « Toi, que fais-tu ici? Tu connais les règles? » Abby se leva d'un bond, le visage en feu. « Je suis désolé. Tu avais l'air seul. »« Ce n'est pas ton affaire, » trancha Madame Aubry d'une voix sèche. « Retourne dans le vestibule et attends ta mère. » Le sourire de Léo s'effaça. Elle ne me dérangeait pas. « Tais-toi, Léo. » La garde fit pivoter son fauteuil avec brusquerie, ses gestes secs et autoritaires. Depuis sa fenêtre, Armand Crozier serra la mâchoire. Il en avait assez vu. Il se détourna, les yeux gris durs comme le granit. Il appuya sur le bouton de l'interphone posé sur son bureau. Sa voix resta basse, mais portait l'autorité absolue. « Béatrice, » dit-il calmement, « faites venir Éléonore Hayes et sa fille dans mon bureau. » Il marqua une pause, son regard revenant vers le jardin d'hiver. « Et dites à Madame Aubry qu'elle n'est plus requise à son poste. Faites en sorte que la sécurité l'escorte immédiatement hors du domaine. » L'air du bureau semblait se charger de tensions muettes. Éléonore Hayes se tenait devant l'imposant bureau en chêne, les mains étroitement jointes. Elle était de ces femmes qui avaient appris à se rendre invisibles, à se fondre dans le décor. Mais sous le regard perçant d'Armand Crozier, elle avait l'impression d'être placée sous un microscope. À ses côtés, Abby lui tenait la main, le visage pâle. « Monsieur Crozier, je suis terriblement désolé pour Abigail, » balbutia Éléonore, la voix tremblante. « Je lui avais dit de rester tranquille. Elle a désobéi. Cela ne se reproduira plus. S'il vous plaît, ne... » Elle s'interrompit, incapable de terminer. La peur de perdre son emploi lui nouait la gorge. Ce travail était tout ce qui la séparait du gouffre. Armand leva une main, la réduisant aussitôt au silence. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air pensif. Son regard passa d'Éléonore à la petite fille à ses côtés. « Votre fille s'appelle Abigail ?» demanda-t-il, d'une voix plus douce qu'Éléonore ne l'avait jamais entendue. « Oui, monsieur. Nous l'appelons Abby. » Il hocha lentement la tête. « Abby, » dit-il en s'adressant directement à l'enfant. « Pourquoi es-tu allé dans le jardin d'hiver ce soir? » Abby déglutit, jeta un coup d'œil à sa mère, puis au puissant homme derrière le bureau. Elle décida de dire la vérité. « Votre fils, Léo, avait l'air triste, » répondit-elle d'une voix calme. « Mon grand-père disait toujours qu'on ne laisse jamais quelqu'un seul derrière soi. Alors je suis allé m'asseoir avec lui. » Armand Crozier se pencha en avant, les coudes posés sur le bois poli du bureau. « Et tu lui as donné ton dîner. » Ce n'était pas une question, mais une constatation. « Il avait faim, » répondit simplement Abby. Un long silence s'installa. Armand Crozier observa l'enfant devant lui. Elle n'avait pas peur, pas vraiment. Elle était franche, honnête, et possédait une force tranquille qui dépassait son âge. Il jeta un coup d'œil au dossier que son assistante, Béatrice Vasseur, avait déposé sur le bureau quelques minutes plus tôt. Éléonore Hayes, veuve. Fille, Abigail Hayes, 10 ans. Père, capitaine Daniel Hayes, décédé. Grand-père, général Mark Hayes. Le nom le frappa comme un choc physique. Le général Hayes, un homme légendaire, d'une intégrité et d'un courage à toute épreuve. Armand l'avait rencontré une fois, des années auparavant, lors d'un dîner caritatif. Il avait été impressionné par sa droiture, son sens de l'honneur. Et voilà que cette petite fille était sa petite fille.
D'une certaine façon, tout prenait sens. L'honneur, semblait-il, était héréditaire. « Madame Hayes », dit Armand, et son ton changea. Ce n'était plus celui d'un employeur parlant à une domestique, mais d'un homme qui avait pris une décision. « Vos fonctions actuelles concernent principalement l'entretien du 2e étage, n'est-ce pas? » Éléonore cligna des yeux, déstabilisée par le brusque changement de sujet. « Oui, monsieur, cela, et l'aide à la blanchisserie. »« Cela va changer, » déclara-t-il. Il se leva et fit le tour du bureau, s'arrêtant à quelques pas d'elle. La simple force de sa présence emplissait la pièce. « Je cherche depuis quelque temps une intendante. Quelqu'un pour superviser le personnel, gérer les plannings et veiller au bon fonctionnement du domaine. Le poste exige intégrité, rigueur et un sens irréprochable du devoir. Il s'accompagne d'une augmentation substantielle et d'un logement privé ici, sur le domaine. » La tête d'Éléonore tourna. Elle devait mal entendre. « Monsieur, je ne comprends pas. Je ne suis qu'une employée de maison. »« Vous êtes la fille du général Hayes, » la corrigea-t-il doucement. « Et vous avez élevé une enfant qui, par un simple geste, a montré plus de compassion et de droiture que tous les professionnels que j'ai pu engager pour s'occuper de mon fils. » Son regard revint vers Abby. « Léo a besoin d'une amie, de quelqu'un qui le voit tel qu'il est. Pas son fauteuil, ni l'argent de son père. Il s'est replié sur lui-même depuis trop longtemps. Ce soir, je l'ai vu sourire. Un vrai sourire. » Il se tourna de nouveau vers Éléonore, son expression redevenue grave. « Je vous propose donc le poste d'intendante, Madame Hayes. Le logement est le petit pavillon de jardin derrière la grande roseraie. Vous et votre fille y vivrez. Abby pourra passer du temps avec Léo après l'école. Elle sera bien sûr dédommagée, et je ferai créer un fonds éducatif pour ses études futures. » Éléonore resta sans voix. Les mots se bousculaient dans sa tête. Un pavillon, un salaire, un avenir, une vie sans la peur constante du loyer et des factures. Cela semblait irréel. Elle baissa les yeux vers sa fille, la fillette dont la bonté spontanée venait de bouleverser leur monde pour le reconstruire autrement. « Il y a une condition, » ajouta Armand, la voix plus ferme. « L'influence d'Abby sur mon fils doit être encouragée. Ses valeurs, son caractère. Je veux que Léo apprenne ce que signifie être un Hayes. » Une larme glissa sur la joue d'Éléonore. Elle l'essuya vite. Pour la première fois depuis longtemps, c'était une larme d'espoir. Elle regarda le milliardaire, cet homme puissant et redouté, et y vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un père désespéré de retrouver une étincelle de lumière pour son fils. « Nous acceptons, Monsieur Crozier, » dit-elle, la voix emplie d'une gratitude profonde qui ne laissait place à rien d'autre. « Merci. » Armand hocha la tête, un éclair de satisfaction traversant son regard. « Parfait. Béatrice s'occupera des détails. Vous pourrez emménager dans le pavillon ce week-end. Bienvenue dans votre nouvelle maison, Madame Hayes. Et vous, Abigail ?» Lorsqu'elles quittèrent le bureau somptueux et descendirent le grand escalier de marbre, Abby serra la main de sa mère. Le monde venait de basculer sur son axe. Les règles avaient été réécrites. Elle avait seulement voulu réconforter un garçon solitaire. Elle ne savait pas qu'elle venait d'ouvrir la porte d'une nouvelle vie. Mais en sortant dans l'air frais d'une nuit désormais claire, elle sentit confusément que ce n'était que le début de l'histoire. Elle avait raison. L'installation dans le pavillon du jardin ressemblait à l'entrée dans un conte de fées. C'était une adorable maison de pierre couverte de lierre, avec un petit perron et des jardinières débordantes de géraniums rouges éclatants. À l'intérieur, tout différait de leur ancien appartement étroit. Le parquet chaud, la cheminée accueillante, 2 chambres au lit moelleux dont les fenêtres donnaient sur une mer de rosiers. Pour la première fois, Abby avait sa propre chambre.
Elle passa sa première nuit à contempler les étoiles depuis sa fenêtre, éprouvant une paix qu'elle n'avait jamais connue. Sa mère, Éléonore, se transforma, libérée du labeur monotone et du poids constant des soucis financiers. Elle semblait grandir, s'affermir. En tant qu'intendante du domaine Crozier, elle se montra ferme mais juste, gagnant le respect du personnel qui jadis étaient ses collègues. Elle organisa les plannings, géra les approvisionnements et apporta à la vaste propriété une compétence calme et rigoureuse. Armand Crozier avait eu raison. Elle possédait une dignité et une force innée qui n'attendèrent qu'une occasion de briller. Mais le vrai changement se produisit dans l'amitié entre Abby et Léo. Leurs après-midi devinrent un rituel sacré. Une fois ses devoirs terminés à son petit bureau en chêne, baigné de lumière dans sa chambre, Abby allait retrouver Léo. Parfois, ils se retrouvaient dans la vaste bibliothèque du manoir, une salle majestueuse sur 2 étages, emplie de l'odeur du cuir et du papier ancien. Léo, lecteur passionné, lui montrait ses livres d'astronomie favoris. Il lui désignait les constellations sur des cartes célestes usées, la voix pleine d'émerveillement en décrivant les nébuleuses et les galaxies lointaines. « Celle-là, c'est Orion », expliquait-il en suivant les étoiles du doigt. « Mon père dit que ce sont juste des boules de gaz brûlant à des milliards de kilomètres. Mais moi, je crois que ce sont des trous dans le plancher du ciel. » Abby, à son tour, lui lisait des chapitres de l'île au trésor, la voix vibrante d'excitation lorsqu'elle parlait des pirates et des trésors enfouis. Elle apportait l'aventure dans son univers calme et ordonné. Elle ne le traitait pas comme un être fragile. Aux échecs, jeu où Léo gagnait souvent, elle était une adversaire redoutable. Dans le parc, elle poussait son fauteuil à toute vitesse sur les allées pavées, le faisant rire d'un rire clair et libre qui résonnait à travers les rosiers. Elle voyait le garçon, pas le fauteuil. Armand Crozier observait la transformation de son fils avec une admiration silencieuse et profonde. La mélancolie qui s'était accrochée à Léo comme un voile se dissipait peu à peu, remplacée par une nouvelle lumière dans ses yeux. Il recommença à poser des questions, à participer à ses cours. Il se mit même à dessiner, remplissant des pages de croquis détaillés de planètes et de vaisseaux. Une flamme créatrice renaissait. Un après-midi ensoleillé, Armand traversait le jardin ouest lorsqu'il entendit leur voix venir du vieux bosquet de chênes. Il s'arrêta derrière une haie, ne voulant pas les interrompre. « Et si tu tombes ?» demanda Léo inquiet. Abby se tenait près d'une branche basse d'un énorme chêne. « Alors je me relèverai », répondit-elle simplement. Grand-père disait toujours que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de le faire quand même. Avant que Léo n'ajoute un mot, elle grimpa d'un geste vif, ses baskets trouvant appui sur l'écorce. Elle monta jusqu'à s'asseoir sur la branche, les jambes pendantes bien au-dessus de lui. « Tu vois ?» cria-t-elle. « La vue est incroyable d'ici. On peut voir toute la ville. » Léo leva la tête, protégeant ses yeux du soleil. Il ne pouvait pas grimper avec elle, mais il voyait le monde à travers son regard. Il ressentait son audace. En cet instant, il n'était plus un garçon cloué à son fauteuil. Il était un aventurier, contemplant son ami intrépide. Un lent sourire étira le visage d'Armand. Il avait dépensé une fortune pour réparer le corps de son fils, engagé des spécialistes pour soigner ce qui était brisé. Mais il n'avait jamais compris que ce que Léo avait besoin de guérir, c'était son esprit. Abigail Hayes accomplissait ce qu'une armée de médecins et de thérapeutes n'avait pu faire. Elle lui réapprenait à être un enfant. Cependant, tout le monde au domaine Crozier ne voyait pas d'un bon œil cette nouvelle harmonie. Un courant de ressentiment commença à couler sous la surface polie du domaine Crozier. La source de cette amertume portait un nom, Béatrice Vasseur, l'assistante de direction d'Armand Crozier. Une femme brillante,
ambitieuse, d'une efficacité impitoyable. Depuis près de 10 ans, elle était à ses côtés. Elle gérait son emploi du temps, filtrait ses appels et servait de gardienne à son univers jalousement privé. Au fil des années, elle en était venue à considérer l'empire Crozier et Armand lui-même comme son propre territoire. L'ascension soudaine de la femme de ménage et de sa fille était, à ses yeux, une anomalie inacceptable. Elle les voyait comme une complication sentimentale et inappropriée. Éléonore, pensait-elle, n'était qu'une femme sans éducation, jouant à la gestionnaire, et Abby, une distraction émotionnelle. Pour Béatrice, la décision d'Armand n'était qu'un moment de faiblesse, une indulgence insensée qu'il regretterait tôt ou tard, et elle comptait bien s'en assurer. Son ressentiment prit d'abord la forme de petits sabotages discrets. Une commande essentielle pour la cuisine, passée par Éléonore, se perdait mystérieusement. Un message d'un entrepreneur ne lui était jamais transmis, la faisant paraître négligente. Béatrice était passée maître dans l'art de la guerre silencieuse en entreprise. Elle appliquait désormais ses talents au foyer. Éléonore, consciente de l'hostilité mais incapable d'en prouver la source, réagit en redoublant d'efforts. Elle vérifia tout 2 fois, tint des registres impeccables, refusa de se laisser déstabiliser. Elle savait ce qu'elle risquait et ne laisserait personne compromettre l'avenir de sa fille. Mais Béatrice comprit bientôt que miner la réputation d'Éléonore ne suffisait pas. La véritable force des Hayes tenait dans le lien entre les enfants. C'était ce lien qui leur assurait une place inébranlable dans le monde d'Armand Crozier. Pour les évincer, il lui faudrait le briser, et elle savait comment s'y prendre. L'occasion se présenta lors des préparatifs du dîner de gala annuel de la Fondation Crozier, l'événement le plus important de l'année pour Armand. Une réception grandiose organisée sur les terres du domaine, attirant les figures les plus riches et influentes de Paris. Béatrice en supervisait chaque détail, un rôle qu'elle savourait. Un après-midi, une semaine avant le gala, elle trouva Abby et Léo dans la bibliothèque. Les 2 enfants étaient là penchés sur une grande carte dessinée à la main du domaine, y traçant le parcours d'une chasse au trésor qu'ils avaient inventée. Béatrice entra, le sourire aussi doux que la soie. « Quelle magnifique carte !» dit-elle d'une voix mielleuse. « Vous êtes de vrais artistes. » Abby se redressa, fière de leur travail. « C'est pour un jeu. On va cacher des indices dans tout le jardin. » « Charmante idée, » répondit Béatrice, les yeux pétillants d'un éclat trompeur. « Vous savez, Léo, votre père prépare une exposition spéciale pour le gala. Les bijoux préférés de sa mère dans la grande galerie. Il y a notamment un collier exceptionnel, l'étoile Crozier. Il veut s'assurer qu'il soit parfaitement en sécurité. » Les yeux de Léo s'agrandirent. « Je l'ai vu en photo, c'est superbe. » Béatrice se pencha vers lui, confidentielle. « Et le système de sécurité de la galerie est très sophistiqué. Votre père disait justement qu'il lui fallait quelqu'un de parfaitement digne de confiance pour vérifier les portes chaque soir, avant la ronde des gardes. Quelqu'un qui connaît la maison par cœur, qui ne serait jamais distrait. » Elle marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner. « Il pensait à vous, Léo. Il a dit que vous grandissiez et qu'il voulait vous donner plus de responsabilités. » Une rougeur de fierté monta au cou de l'enfant. Son père ne lui avait jamais confié quelque chose d'aussi important. « Vraiment ? » ?»« Bien sûr, » dit Béatrice avec douceur. « Mais c'est un rôle très sérieux. Vous devrez promettre d'être le seul à toucher au clavier à code pour le verrouillage secondaire. » Elle jeta un regard à Abby. Pas de jeu, pas d'amis dans la galerie. Juste vous. Vous pensez pouvoir le faire ? Oui, répondit Léo d'une voix ferme, gonflée d'un sentiment nouveau, celui d'être utile. Abby sentit une étrange inquiétude. Le regard que Béatrice lui avait lancé l'avait glacé.
Mais elle repoussa cette impression. Elle était heureuse pour son ami. C'était merveilleux que M. Crozier fasse confiance à Léo pour une tâche aussi importante. Ce soir-là, et tout au long de la semaine, Léo s'acquitta scrupuleusement de sa mission. Une fois le personnel parti et les vitrines fermées, il allait seul à la galerie. Il vérifiait que les vitrines blindées étaient bien verrouillées. Puis, grâce au code spécial que Béatrice lui avait donné, il activait le verrouillage secondaire électronique. Il se sentait investi d'un rôle essentiel, comme s'il contribuait vraiment à la sécurité du domaine. La veille du gala, les dernières pièces furent mises en place. L'étoile Crozier scintillait sur un coussin de velours noir, les diamants captant la lumière. Léo accomplit son devoir avec un soin extrême. Il vérifia le verrou, vit le voyant vert clignoter sur le clavier et quitta la pièce, le cœur gonflé de fierté. Il croisa Abby dans le couloir. « C'est bien fermé ?» chuchota-t-elle, les yeux écarquillés d'excitation. « Parfaitement », répondit-il à voix basse, un sourire aux lèvres. Le lendemain matin, un cri retentit depuis la grande galerie. Éléonore fut la première à arriver. Elle trouva une jeune employée de maison pétrifiée devant la vitrine principale. Le verre n'était pas brisé, mais la vitrine était ouverte, et le socle de velours, où reposait l'étoile Crozier, était vide. Le collier avait disparu. La panique éclata aussitôt. Armand Crozier fut averti. Il arriva, le visage fermé, impénétrable. On appela la sécurité. Béatrice Vasseur accourut, affichant un mélange parfait de choc et de sollicitude. « Comment est-ce possible ?» demanda Armand, la voix basse, dangereuse. Le chef de la sécurité consulta les données. « Le système principal n'a pas été forcé, monsieur. Le verrou magnétique était intact, mais le verrouillage électronique secondaire, lui, a été désactivé. Il semble qu'il ait été coupé vers 22 heures. C'est ce qui a créé la faille. » Il jeta un œil au journal d'accès. « Le dernier code saisi est celui attribué à votre fils. » Un silence de plomb tomba dans la pièce. Tous les regards se tournèrent vers Léo, que sa mère venait d'amener dans la galerie. Le garçon, livide, fixait la vitrine vide, la peur dans les yeux. « Léo, » dit Armand, la voix tendue. « As-tu bien verrouillé la pièce hier soir ?»« Oui, papa, je le jure, » répondit-il, tremblant. « J'ai vérifié, la lumière s'est allumée en vert. » Béatrice s'avança, posant une main compatissante sur le bras d'Armand. « Armand, c'est encore un enfant. Il a pu être distrait. C'est une lourde responsabilité. » Elle se tourna alors vers Abby, qui se tenait près de sa mère, le cœur battant à tout rompre. Le regard de Béatrice se fit faussement bienveillant, mais ses mots étaient tranchants comme du verre. « Abigail, étais-tu avec Léo hier soir, près de la galerie ?» Un frisson parcourut Abby. « Non, j'étais dans ma chambre. Je l'ai juste croisé dans le couloir, après. » « Vous savez, » reprit Béatrice d'un ton doux, « vous aimez tant vos jeux, tous les deux. Peut-être jouiez-vous à une chasse au trésor tardive. Il est si facile, pour un enfant, d'oublier d'appuyer sur le dernier bouton, d'être distrait. »« On ne jouait pas, » s'écria Léo, la voix brisée. « J'ai fait tout ce que vous m'avez dit. J'étais seul. » Mais le doute s'était insinué. Le personnel commença à chuchoter. Un garçon en fauteuil, facilement distrait. Sa petite amie de jeu, toujours en train de courir partout. C'était crédible. Une erreur d'enfant, mais aux conséquences désastreuses. Armand observait son fils, le visage ravagé par des émotions contraires. Déception, colère, incompréhension douloureuse. Il voulait croire Léo, mais les preuves semblaient accablantes. Le journal électronique ne mentait pas. Éléonore s'avança, la peur cédant la place à une détermination farouche.
Monsieur Crozier, ma fille n'a rien à voir là-dedans. Et je sais que Léo est un garçon responsable. Il y a quelque chose d'anormal. Béatrice poussa un soupir théâtral. Éléonore, personne ne blâme les enfants. Pas vraiment. Mais un collier de 10 millions d'euros a disparu. Il faut affronter les faits. C'est une terrible étourderie d'enfant. Le mot « enfantine » resta suspendu dans l'air, lourd d'accusation. Ce n'était pas seulement un reproche envers les enfants, mais aussi envers Armand. Une façon silencieuse de lui dire « Je vous l'avais bien dit ». Elle avait réussi. Elle avait utilisé la confiance d'Armand envers son fils pour le piéger, et par ricochet, pour ternir l'image de la fillette qui avait conquis son cœur. Elle venait de briser le lien qu'elle jugeait dangereux. Léo leva les yeux vers son père, le suppliant du regard. Mais pour la première fois, il y vit un mur, une ombre de doute, et cela lui brisa le cœur. Il chercha le regard d'Abby, qui le fixait pétrifié, le visage vidé par la peur et l'injustice. La confiance qui cimentait leur amitié se fissurait sous le poids d'une accusation impossible. Le pavillon du jardin ne ressemblait plus à un conte de fées. Il était devenu le seuil d'un cauchemar. Les jours suivants furent froids et gris, non seulement dans le ciel au-dessus de Neuilly, mais aussi dans les murs du domaine Crozier. Le gala à venir fut officiellement reporté pour circonstances imprévues. Une annonce stérile qui n'apaisa en rien la tempête de chuchotements parmi le personnel. La police nationale était venue puis repartie. Audition, relevé d'empreintes, et au final, la conclusion que Béatrice Vasseur avait si habilement soufflée. Aucune effraction, donc une affaire interne. Les experts d'assurance parlèrent d'un ton grave de responsabilité et de négligence. Le nom du fils d'Armand Crozier n'apparaissait dans aucun procès-verbal, mais flottait dans l'air comme un fantôme d'accusation. Pour Léo, le monde rétrécit à la taille de sa chambre. La lumière revenue dans ses yeux s'éteignit. Il refusa de sortir, ni pour les cours particuliers, ni même pour la bibliothèque. Des heures durant, il resta près de la fenêtre, fixant le jardin où il jouait avec Abby, le regard vide. La confiance fragile qu'il commençait à placer en son père venait de se briser. Il ressentit le doute d'Armand, comme une blessure. Armand Crozier se retrancha derrière les murs qu'il s'était bâtis autrefois. Un homme d'angle vif et de phrases coupées court, presque jamais vu hors de son bureau. Quand il parlait à Éléonore, c'était avec une distance froide et protocolaire qui n'existait plus depuis son premier jour au service. Il ne disait mot du collier, de Léo, ni de l'avenir. Il s'enfouissait dans le travail, forteresse de chiffres et de contrats qui ne pouvaient le décevoir. La tension non dite empoisonnait les fondations de leur nouvelle vie. Le pavillon du jardin, jadis un havre, ressemblait à une cage dorée. Éléonore exécutait ses tâches avec une précision crispée. Elle savait qu'il vivait à crédit. Les hommes comme Armand ne tolèrent pas les complications, et sa fille, elle était désormais au centre de la plus grande d'entre elles. Mais Abby était la petite fille du général Hayes. Il lui avait appris qu'on ne bat pas en retraite quand la bataille se durcit. On tient la position, on se bat pour ce qui est juste. Dans son cœur d'enfant, une certitude inébranlable. Léo disait vrai, donc quelqu'un mentait. Son regard revenait sans cesse à Béatrice Vasseur. Elle observait l'assistante évoluer dans le manoir avec une nouvelle assurance de commandement. Toujours occupée, toujours efficace, ses talons claquant sur le marbre. Désormais, Béatrice coordonnait l'assureur et la police. Sa voix suintait le regret courtois pour l'incident malheureux, tout en renforçant subtilement le récit de l'étourderie enfantine. Abby commença à remarquer des broutilles qui n'en étaient pas. La broche en argent que Béatrice tortillait entre ses doigts lorsqu'elle réfléchissait. Un sourire qui n'atteignait jamais les yeux.
un parfum capiteux de jasmin qui trahissait sa présence avant même qu'on la voie. Un après-midi, mu par le besoin irrépressible d'agir, Abby se rendit près de la galerie, fermée, bien sûr, une corde de velours barrant l'entrée. Ce n'était pas la vitrine qui l'intéressait, mais le petit poste de sécurité attenant, une pièce à laquelle elle n'avait jamais prêté attention. La porte était entr'ouverte. Le chef de la sécurité, M. Evans, parlait au téléphone à voix basse. Abby flâna dans le couloir, feignant d'admirer un grand tableau, et capta des bribes. Non, les journaux du système sont clairs. La seule anomalie, c'est le verrouillage secondaire. Oui, le code est celui du garçon. La seule autre personne ayant un code maître pour ce verrou, c'est Madame Vasseur pour la programmation. Mais son code n'a pas été utilisé cette nuit-là. Le cœur d'Abby fit un bond. Béatrice avait un code. Plus tard, elle trouva Léo dans sa chambre, refusant son déjeuner. La nouvelle auxiliaire, qui avait remplacé Madame Aubry, lui fit un signe soulagé et les laissa seuls. « Je n'ai pas faim », marmonna Léo sans la regarder. « Je sais que ce n'est pas toi », dit Abby doucement. Il finit par lever vers elle des yeux pleins d'un scepticisme douloureux. « Mon père croit que si. »« Les adultes se trompent », répondit Abby posément. « Même les intelligents. » Elle rapprocha une chaise de son fauteuil. « Léo, j'ai besoin que tu te souviennes. La nuit où c'est arrivé, quand Béatrice t'a donné le code, il n'y a rien qui t'ait paru étrange? Le moindre détail ?» Léo plissa le front, cherchant. « Non, elle m'a juste parlé de l'importance de la mission, que mon père me faisait confiance. Elle m'a fait promettre de ne dire le code à personne, même pas à toi. »« Elle t'a dit de ne pas me le dire ?» demanda Abby en se penchant, l'alerte soudain allumée dans son regard. « Oui, » dit Léo. « Elle a dit que c'était un test pour voir si je pouvais garder un secret, être responsable tout seul. » Le cerveau d'Abby se mit à tourner à toute vitesse. C'était un piège parfait. En isolant Léo, en lui faisant porter toute la responsabilité, Béatrice s'était assurée qu'aucun témoin ne pourrait confirmer son histoire. Elle l'avait fait le gardien d'un secret conçu pour échouer. « D'accord, » dit Abby en réfléchissant. « Et après avoir verrouillé la porte, tu m'as vu dans le couloir. Tu n'as vu personne d'autre? » Léo secoua la tête. « Non. Le personnel était en bas, pour la relève. L'étage était vide. » Abby se leva et fit les 100 pas. Une idée folle, improbable, commençait à prendre forme. Mais c'était tout ce qu'elle avait. Elle se souvint d'une des maximes de son grand-père. La plus grande force de ton ennemi est souvent sa plus grande faiblesse. La force de Béatrice, c'était sa rigueur maniaque, son contrôle absolu. Elle ne se serait jamais laissée aller à une maladresse. Le vol devait être aussi net et précis que tout ce qu'elle faisait. Alors, comment avait-elle procédé? Abby repensa aux paroles du chef de la sécurité. Son code n'a pas été utilisé. Donc, elle n'avait pas pu simplement venir déverrouiller la vitrine. Mais elle avait un code maître. « Qu'est-ce que ça veut dire, Léo ?» demanda Abby en s'arrêtant net devant lui. Et si la serrure n'avait jamais vraiment été enclenchée? Léo la fixa déconcerté. « Mais j'ai vu la lumière verte, elle a clignoté. J'ai vérifié. »« Je sais, » répondit Abby, la voix basse. « Mais, et si la lumière verte pouvait mentir? » C'était ça. La clé. Béatrice n'avait pas utilisé son code parce qu'elle n'en avait pas besoin. Elle avait manipulé le système avant le vol. Après tout, c'était elle qui l'avait programmé. Elle avait pu le paramétrer pour que, lorsqu'un utilisateur entrait son code, celui de Léo, la lumière s'allume en vert, mais que le verrou se désactive 10 minutes plus tard. Un crime parfait. Le code du garçon resterait la dernière trace dans les registres électroniques avant la défaillance.
Mais ce n'était qu'une théorie, une hypothèse d'enfant de 10 ans. Aucune preuve. Comment pourrait-elle la démontrer? Ses pensées furent interrompues par un coup à la porte. C'était Béatrice. Elle se tenait dans l'encadrement, un dossier à la main, l'air parfaitement professionnel. « Abigail, dit-elle d'un ton sec, ta mère te cherche. Et toi, Léo, ton père souhaite te voir dans son bureau. » Léo pâlit. Il n'avait pas parlé à son père depuis des jours. Abby lui serra doucement l'épaule avant de sortir, mais son esprit bouillonnait. Dans le couloir, ses baskets glissaient sans bruit sur le tapis épais. Au lieu d'aller rejoindre sa mère, elle se glissa dans une petite alcôve où trônait une statue de marbre, juste en face du bureau de sécurité. Elle retint son souffle. Elle entendit le murmure des roues du fauteuil de Léo s'éloignant vers le bureau d'Armand, puis le claquement net des talons de Béatrice. Mais ceux-ci ne se dirigeaient pas vers le bureau. Ils allaient droit au poste de sécurité. Abby risqua un regard. La porte venait de se refermer. Une mince bande de lumière filtrait dessous. Que faisait-elle là? Abby savait qu'elle ne devait pas. C'était dangereux, une transgression de toutes les règles. Mais elle ne put s'en empêcher. Elle s'approcha, le cœur battant si fort qu'elle en sentit les pulsations dans sa gorge. Elle colla l'oreille contre le bois froid. Derrière la porte, elle entendit le cliquetis d'un clavier, puis la voix basse, nerveuse, de Béatrice. Elle était au téléphone. « C'est réglé », disait-elle. « Le rapport final de l'assurance sera déposé demain. Ils ont conclu à la négligence. Non, rien ne remonte à moi. Les journaux du système sont nets. Pour tout le monde, c'est le gamin qui a fauté. Oui, le collier est en sécurité. C'est mieux que du liquide. Je partirai après le versement de l'indemnisation. Armand sera trop absorbé par la déception que lui cause son fils pour remarquer mon départ. » Un silence. Abby, pétrifiée, priait pour que le parquet ne grince pas sous ses pieds. « Arrête de t'inquiéter, » reprit Béatrice, agacée. « Les seuls qui pourraient se découvrir la vérité sont une fillette de 10 ans et un garçon en fauteuil roulant, et personne ne les croira. » La ligne fut coupée. Abby entendit le raclement d'une chaise, puis le clic du verrou. Elle bondit en arrière, regagna son abri derrière la statue au moment où la porte s'ouvrait. Béatrice sortit, le visage parfaitement calme, impassible. Elle ne remarqua même pas la fillette cachée à quelques mètres. Ses talons résonnèrent jusqu'à ce qu'elle disparaisse au bas de l'escalier principal. Abby s'adossa au mur, les jambes tremblantes. Elle l'avait, la preuve. Mais les mots de Béatrice résonnaient encore dans sa tête. Personne ne les croira. Elle était la fille de la femme de ménage. Lui, le garçon déjà accusé, et Béatrice Vasseur, l'assistante modèle, la loyale de 10 ans, celle qui détenait tout le pouvoir et la confiance d'Armand Crozier. Qui croirait 2 enfants parlant d'une lumière verte mensongère contre une femme comme elle? Mais Abby devait en parler. Elle courut à travers le couloir, dévala les escaliers et trouva Éléonore dans les cuisines, surveillant la préparation du dîner. Elle l'entraîna dans la réserve, tirant la porte derrière elle, les mots jaillissant à toute vitesse, à voix basse et haletante. Elle raconta tout, le code maître, sa théorie sur le verrou, la conversation téléphonique qu'elle venait d'entendre. Éléonore écouta sans l'interrompre, son visage pâlissant à mesure que sa fille parlait. Elle la croyait. Elle n'avait jamais douté d'elle, pas une seule seconde. Mais elle connaissait le monde dans lequel elle vivait. « Abby, ma chérie, tu es sûre, absolument sûre de ce que tu as entendu? » demanda-t-elle d'une voix tendue. « Oui, je te le jure, » répondit Abby avec conviction. Éléonore se tordit les mains. Le témoignage d'une enfant contre une femme comme Béatrice, et M. Crozier, il n'a plus toute sa lucidité.
il est blessé. Si on va le voir avec ça et qu'il ne nous croit pas, elle ne termina pas. Inutile. Elle serait renvoyée avant le coucher du soleil. Fini le pavillon, le travail, le fonds d'études, l'amitié avec Léo, tout serait perdu. Mais en croisant le regard de sa fille, Éléonore y vit la même flamme que dans celui de son propre père, le général. Cette inébranlable détermination à défendre la vérité, quoi qu'il en coûte. Et elle comprit qu'elle ne pouvait pas reculer. « D'accord, dit-elle enfin, la voix soudain ferme. On va le faire, mais intelligemment. Il nous faut plus que ta parole. Il nous faut une preuve qu'un homme comme Armand Crozier ne pourra pas nier. » La question était « comment ?» Béatrice était trop prudente pour laisser une trace. Mais elle avait dit que le collier était en sécurité. Cela signifiait qu'il n'était pas dans sa chambre, ni dans son bureau. Alors où le cacherait-elle? Où, dans un domaine de 50 pièces, peut-on dissimuler un collier de 10 millions d'euros? La réponse ne vint pas d'un raisonnement brillant, mais d'un souvenir d'enfant. « La chasse au trésor », murmura Abby, les yeux écarquillés. « Quelle chasse ?» demanda Éléonore déroutée. « La carte, celle que Léo et moi avons dessinée. » Béatrice la regardait dans la bibliothèque, juste avant de parler du collier. Elles se précipitèrent vers la bibliothèque. La grande feuille de papier était toujours là, posée sur une table d'appoint, oubliée depuis le chaos de la semaine. C'était un dessin d'enfant représentant le domaine, avec de petits X marquant leurs trésors imaginaires. Elle l'a regardé longtemps, dit Abby, suivant du doigt les lignes tracées. On avait marqué nos endroits préférés. Le grand chêne, l'étang aux carpes, la vieille serre au fond du jardin. Le doigt d'Éléonore s'arrêta sur la dernière marque. La vieille serre. Une structure délabrée, promise à la démolition. Personne n'y allait jamais. Des pots cassés, des outils rouillés, des herbes folles. L'endroit parfait pour cacher un bijou, suggéré, comble de l'ironie, par les mêmes enfants qu'elle voulait piéger. « Viens, dit Éléonore d'une voix tendue, et prends une lampe de poche. Il va bientôt faire nuit. » L'air s'était rafraîchi. Un vent vif faisait bruisser les feuilles, tandis que mère et fille quittaient discrètement le manoir par la porte arrière. Elles se faufilèrent à travers les haies taillées du jardin, longeant les ombres. Au loin, la serre se découpait contre le ciel violacé du crépuscule, silhouette d'os et de verre brisés. Les vitres opaques de crasse reflétèrent la lune. La porte grinça sur ses gonds rouillés. Une odeur de terre humide et de végétation pourrie emplissait l'air. Le faisceau de la lampe fendit l'obscurité. « Qu'est-ce qu'on cherche ?» murmura Éléonore. « Quelque chose qui n'a pas sa place ici, » répondit Abby. Elles fouillèrent méthodiquement, sous les bancs de bois pourris, dans des piles de pots d'argile couverts de poussière, derrière des sacs éventrés d'engrais. Les minutes s'étiraient, lourdes, chaque craquement amplifiant leur tension. Le doute commença à s'insinuer dans l'esprit d'Éléonore. Et si elle se trompait? Et si tout cela n'était qu'une chasse folle, une fantaisie d'enfant? Mais Abby, elle, restait concentrée. Elle pensait comme Béatrice, rusée, méthodique, dissimulée à la vue de tous. Ses yeux parcoururent l'établi, longeant le mur du fond. Il était couvert de bric-à-brac, de vieux outils, des sachets de graines vides, une bouteille à moitié pleine de désherbant et un simple pot en terre cuite, semblable à des dizaines d'autres éparpillés partout. Sauf que celui-ci était différent. Il n'y avait pas de terre à l'intérieur, et juste en dessous, sur le bois de la table, une petite marque circulaire sans poussière, comme si le pot y avait été posé récemment. Le cœur battant à tout rompre, Abby le saisit. Il était trop lourd pour être vide.
Elle le retourna. Collé sous le fond, dans un sac plastique épais, un objet dense et étincelant. Éléonore braqua la lampe dessus. Le faisceau éclata en 1000 éclats de lumière blanche. C'était l'étoile Crozier. Le collier disparut. Les diamants semblaient boire la lumière. Froid, magnifique, terrible. Elles venaient de le trouver. Elles avaient la preuve. Mais alors qu'elles restaient figées entre la peur et la victoire, une ombre se découpa dans l'embrasure de la porte. « Je me doutais que je vous trouverais ici. » Béatrice Vasseur se tenait là, silhouette noire dans la clarté de la lune. Dans sa main brillait un lourd transplantoir en fer. Son visage n'était plus celui de l'assistante élégante et contrôlée. C'était un masque de rage et de désespoir tordu par la haine. « Ah, c'est dommage, vraiment, » dit-elle en avançant d'un pas, l'outil brandi comme une arme. « J'étais si près du but, mais il a fallu que vous vous en mêliez, pas vrai? Toi et ce petit infirme pathétique. » Son regard se fixa sur le collier dans les mains d'Abby. « Donne-moi ça. » Éléonore repoussa Abby derrière elle, formant un bouclier de son corps. « C'est fini, Béatrice, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Nous allons prévenir M. Crozier et la police. » Béatrice éclata d'un rire grinçant, un son dur et métallique. « Je ne crois pas. Voyez-vous, l'histoire est déjà écrite. Une domestique désespérée et sa fille délinquante, surprise en train de fuir avec le collier qu'elle cachait depuis le début. Tragique, certes, mais tellement crédible. » Elle jeta son corps en avant. Éléonore réagit avec l'instinct pur d'une mère. D'un geste, elle repoussa Abby en arrière tout en envoyant un coup de pied dans une pile de pots vides. Les récipients éclatèrent sur le sol de ciment. Un fracas sec et brutal qui résonna dans toute la serre. Une défense maladroite, désespérée, mais elle gagna une seconde précieuse. Béatrice trébucha, sa cheville se tordant sur un éclat tranchant. Elle poussa un cri de douleur. « Tu vas le regretter » siffla-t-elle, le visage déformé par la rage. Elle retrouva l'équilibre, ses yeux brûlants d'une fureur glacée. Elle était plus grande, plus forte, et maintenant acculée. Pendant qu'elle fixait Éléonore, Abby agit. Elle revit les histoires de son grand-père, non pas les batailles héroïques, mais les ruses, les tactiques subtiles. Utilise le terrain. Sers-toi de ce que l'ennemi ne voit pas. Ses yeux balayèrent la serre encombrée. Un détail attira son attention, la bouteille de désherbant à moitié vide et le tuyau d'arrosage qui serpentait jusqu'à ses pieds. Pendant que Béatrice avançait sur sa mère, Abby se glissa derrière l'établi. Ses petites mains tremblantes saisirent le pistolet du tuyau, puis elle appuya de toutes ses forces. Un jet d'eau sale et stagnante jaillit en torrent, s'étalant sur le sol lisse de béton. Béatrice, concentrée sur Éléonore, ne le vit pas. Elle fit un pas, puis un autre, et son talon glissa sur la flaque. Un cri étranglé. Ses bras battirent l'air, le transplantoir s'envola, tournoya dans la pénombre avant de retomber dans un coin. Béatrice s'écrasa de tout son poids sur le dos, un souffle coupé net. Pendant un instant, il n'y eut que le son rauque de sa respiration. Éléonore se précipita, saisissant Abby et la serrant contre elle avec force. Elles étaient en vie, mais pas encore sauvées. Soudain, la porte de la serre s'illumina. Plusieurs faisceaux de lampes torches déchirèrent l'obscurité, les aveuglant. « Personne ne bouge », tonna une voix masculine. C'était M. Evans, le chef de la sécurité, entouré de 2 gardes. Et juste derrière eux, le visage blême, figé d'une terrible prise de conscience, se tenait Armand Crozier. À ses côtés, dans son fauteuil, Léo. C'était lui qui les avait sauvés. Car après que Béatrice l'eut convoqué au bureau de son père, il avait trouvé la pièce vide.
et un froid pressentiment lui avait serré le cœur. Il savait qu'Abby tenait quelque chose. Il savait qu'elle cherchait des indices, et il savait qu'elle était en danger. Il était allé droit au poste de sécurité pour trouver son père déjà là, le visage tendu, fixant un écran. « Qu'y a-t-il, papa » demanda Léo. « Les alarmes périmétriques » répondit Armand, distrait. « Une alerte silencieuse vient de se déclencher dans la vieille serre. J'allais envoyer Evans vérifier. » Le sang de Léo se glaça. « La serre, celle qui est sur notre carte au trésor. Papa, Abby est là-bas. Je crois que Béatrice est partie après elle. » L'urgence et la peur dans la voix de son fils percèrent enfin la carapace froide d'Armand Crozier. Il vit la vérité dans ses yeux. Il appela Evans et ses hommes, et tous traversèrent la pelouse en courant, arrivant juste à temps pour assister aux dernières secondes du drame. Debout dans l'embrasure, Armand prit la scène d'un seul regard. Éléonore et Abby, serrées l'une contre l'autre, effrayées mais fières, le collier étincelant dans la main de la fillette. Et Béatrice Vasseur, son assistante de confiance depuis 10 ans, gisant au sol, couverte de terre, démasquée. La vérité tomba sur lui comme une chape, brutale, indéniable. Béatrice tenta de se redresser, le visage ravagé par l'humiliation. « Armand, Dieu merci, vous êtes là. Elles m'ont attaqué. Elles avaient le collier. » Mais ses mensonges étaient épuisés. Armand la regarda, et pour la première fois, il ne vit plus l'employée dévouée, seulement une étrangère venimeuse. Sa voix, lorsqu'il parla, fut calme, mais tranchante comme la glace qui se brise. « Evans, dit-il, sans la quitter des yeux, mettez mademoiselle Vasseur en détention. Appelez la police. Dites-leur que nous avons arrêté la responsable du vol de l'étoile Crozier et qu'elle sera également inculpée pour agression. » Toute la combativité de Béatrice s'éteignit. Son visage se décomposa, la colère laissant place au vide du vrai désespoir. Les gardes la relevèrent, lui lièrent les poignets et l'emmenèrent. En passant, elle lança à Abby un dernier regard de haine impuissante. Cela n'avait plus d'importance. Armand s'avança lentement dans la serre. Il s'agenouilla, sans souci de son costume ruiné par la boue et les tessons, jusqu'à être à la hauteur d'Abby. Il regarda le collier dans sa main, puis ses grands yeux clairs, sincères. Aucun mot de gratitude ne semblait suffisant. Il posa doucement une main sur son épaule. « Tu as été courageuse, » dit-il, la voix épaissie par une émotion qu'elle ne lui avait jamais connue. « Ton grand-père serait très fier de toi. » Puis il tourna les yeux vers Éléonore, et dans son regard se lisaient des excuses profondes, pour ses doutes, sa distance, son aveuglement. « Éléonore, » dit-il d'une voix rauque, « je suis désolé. » Elle hocha simplement la tête, les larmes de soulagement coulant enfin. Elle serra Abby contre elle, sa petite fille farouche qui venait d'affronter le monstre et de gagner. Mais c'était son propre fils qu'Armand devait maintenant affronter. Il se releva, s'approcha de Léo. Le garçon le fixait, méfiant, encore meurtri par le doute paternel. Armand s'accroupit devant le fauteuil, posa ses mains sur les genoux de son fils. Pour la première fois, le puissant milliardaire parut vulnérable. « Léo, commença-t-il, la voix brisée, j'ai échoué, j'ai douté de toi, et c'est une faute qu'un père ne devrait jamais commettre. J'étais aveuglé par l'épreuve, et j'ai oublié ce qui comptait le plus. Ton intégrité, ton honnêteté. Peux-tu me pardonner? » Léo regarda son père, vit la douleur sincère, le regret authentique. Il ne voyait plus le titan des affaires, mais un homme, son père. Une larme glissa lentement sur sa joue. « Je te pardonne, papa. » Armand Crozier l'enlaça. Un vrai, long élan de tendresse, attendu depuis des années. Il le serra fort, sentant le froid de son cœur se dissoudre dans une chaleur qu'il croyait perdue. Par-dessus l'épaule de son fils,
il vit Abigail Hayes, la fillette au cœur de lion, celle qui lui avait rendu son enfant. Il sut alors que leurs vies étaient liées à jamais. Il n'avait pas seulement trouvé un ami pour son fils, il avait trouvé une famille. Dans les années qui suivirent, le domaine Crozier se transforma. Ce n'était plus un manoir silencieux et glacé, mais une maison vivante, pleine de rires et de pas d'enfants. L'histoire de cette nuit dans la serre devint une légende discrète parmi le personnel, un hommage au courage de la fille de la domestique. Armand Crozier changea lui aussi. Le chef d'entreprise impitoyable subsistait, mais il était désormais tempéré par une sagesse nouvelle, celle de savoir enfin ce qui compte vraiment. Il se mit à passer moins de temps dans les salles de conseil et plus de temps avec son fils. Il apprit à reconnaître les constellations, lut à voix haute des récits d'aventure et découvrit la joie simple et presque perdue d'être un père. Il tint parole, et bien davantage. Le fonds qu'il avait créé pour Abigail fut élargi au-delà de toute mesure, lui garantissant une sécurité absolue pour l'avenir. Mais il lui donna quelque chose de bien plus précieux, une place permanente dans leur famille. Éléonore n'était plus seulement la gouvernante du domaine. Elle devint une confidente, une amie et la comatriarche d'un foyer aussi improbable qu'unifié. Le pavillon du jardin resta leur refuge, mais la plupart du temps, elle vivait dans la maison principale, deux familles désormais tissées en une seule. Léo, libéré du poids du doute paternel, s'épanouit. Avec la présence intrépide d'Abby, il commença à repousser ses limites. Armand, animé d'un nouvel espoir, fit venir les thérapeutes physiques les plus novateurs du monde. Chaque jour, il travaillait des heures entières avec Léo, mêlant robotique et rééducation expérimentale. Les progrès étaient lents, douloureux, mais réels. D'abord debout, soutenu par des attelles, puis, à force d'efforts, il fit son premier pas hésitant, aidé de béquilles, depuis l'accident qui l'avait condamné au fauteuil. Abby fut là à chaque étape, l'encourageant sans relâche, refusant qu'il abandonne quand la douleur l'écrasait. Elle resta sa meilleure amie, sa sœur de cœur, son alliée la plus farouche. Pour les 18 ans de Léo, Armand organisa une grande fête. Rien à voir avec les réceptions guindées d'autrefois. Le jardin brillait de guirlandes lumineuses, résonnait de musique et de rires. Au plus fort de la soirée, Armand leva son verre et prit la parole. « Beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire de ma famille, » dit-il d'une voix claire. « Mais vous ignorez peut-être le chapitre le plus important. Il n'a pas commencé par une affaire, mais par un acte de bonté. Un simple sandwich au beurre de cacahuète offert par une petite fille à un garçon solitaire. » Son regard se posa sur son fils. Léo se tenait près du grand chêne, droit, appuyé sur ses béquilles, sûr de lui. À ses côtés, Abby, désormais jeune femme, sur le point de partir à l'université, riait à une remarque de son ami. Ils étaient inséparables, liés pour toujours par la gentillesse et les épreuves traversées ensemble. Cet acte de grâce, poursuivit Armand, a tout changé. Il m'a appris que les plus grands trésors ne dorment ni dans les coffres forts, ni dans les portefeuilles d'action. Ils résident dans le courage de faire ce qui est juste, la loyauté envers ceux qu'on aime, et la compassion qui voit l'humain en chaque être. Puis, se tournant vers Abigail et Éléonore Hayes, il conclut, la voix chargée d'émotion. « Merci de m'avoir rappelé ce que signifie être riche. Vous êtes ma famille. » Plus tard dans la soirée, Abby et Léo se tenaient près de l'étang aux carpes, l'eau scintillant sous les lumières. « Il a raison, tu sais, » murmura Léo en la regardant. « Tu as tout changé. » Abby haussa les épaules, un sourire discret aux lèvres. « Tu t'en serais sorti sans moi? »« Non, » répondit-il gravement. « Je ne crois pas. C'est toi qui as grimpé à l'arbre, Abby. »
Tu m'as montré la vue de là-haut, et tu ne m'as jamais laissé oublier que c'était possible. Elle le regarda, ce garçon dont la vie s'était entremêlée à la sienne. Son grand-père, le général Hayes, s'était éteint paisiblement 2 ans plus tôt. L'une de leurs dernières conversations lui revint en mémoire. « L'honneur, Abby, ne se mesure pas aux médailles sur ta poitrine. Il se mesure au choix que tu fais quand personne ne te regarde. » Ce soir pluvieux, 9 ans auparavant, elle avait fait un choix. Celui de partager son dîner avec un garçon seul. Un geste minuscule, simple, mais qui avait déclenché une réaction en chaîne. Dévoiler des secrets, briser un mensonge et rebâtir un monde à partir des ruines de l'ancien. Elle avait offert un sandwich. En retour, elle avait trouvé un père, un frère et une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée. Et elle savait, avec la certitude tranquille de l'âme, que ce n'était que le commencement. Et c'est ainsi que s'achève notre histoire pour l'instant. Chaque fois que j'en partage une, j'espère qu'elle vous offre un moment pour vous évader du quotidien. Dites-moi, que faisiez-vous en écoutant? Détente après le travail, trajet de nuit ou simple pause? Écrivez-le en commentaire. Je les lis tous. Et si vous souhaitez que nos chemins se recroisent, un like ou un abonnement fait toute la différence. Nous cherchons toujours à améliorer nos récits, alors laissez aussi vos impressions ci-dessous. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.